Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le mardi 6 septembre et on se retrouve pour Dev Café, votre émission autour de l'actualité du développement mobile. Mais avant qu'on s'intéresse sur toute cette actualité, juste un petit détour par une petite vidéo que j'ai publiée hier midi qui liste les régressions sur Flutter 3.3. Je vous l'avais promis hier dans Dev Café. Donc cette vidéo, ça va vous lister tous les problèmes qu'il peut y avoir et en fonction, ça va vous permettre de décider est-ce que c'est utile ou pas de partir sur cette version. De mon côté, je vous le recommande pas trop, mais je vous laisse juger. Maintenant que cette parenthèse est faite, je propose qu'on s'intéresse à l'actualité du jour. La première information du jour, c'est autour de GitHub Trending et je ne sais pas si vous aviez vu le Dev Café d'il y a quelques jours, mais potentiellement cette page était dépréciée et allait être supprimée. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a plus aucun warning sur cette page. Pourquoi? Tout simplement parce que, voilà, on voit ici le bandeau qu'il y avait auparavant. Eh bien, le VP des Developer Relations a indiqué que, vu tous les mauvais retours qu'ils ont eu là-dessus, finalement, ils ont fait machine arrière parce que eux, de leur côté, ils voyaient que l'usage était relativement stagnant et de ce fait, ils disaient bah, on va le supprimer. En réalité, ce qui est indiqué dans cet article, c'est qu'il pourrait y avoir une autre explication derrière ça. C'est que dans GitHub, vous avez aussi une fonctionnalité qui s'appelle Explore. Et la différence entre Explore et Trending, c'est que sur Explore, il y a des pubs. Donc voilà, est-ce que GitHub essayait pas de pousser sa nouvelle fonctionnalité? À voir. En tout cas, Trending, a priori, va bien rester. Donc, bonne nouvelle du jour. Deuxième petite information relativement courte, c'est autour de Spotify et du SDK pour iOS et Android. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils proposaient un SDK de streaming qui permettait donc aux applications tierces de jouer des musiques venant du service. Et ils avaient envoyé un message pour dire qu'à partir du 1er septembre, ce SDK de streaming allait être arrêté. Et bien c'est effectif, donc ben voilà, potentiellement de moins en moins d'applications vont proposer cette fonctionnalité-là. Ensuite, c'est pas vraiment une actualité, mais plutôt une réflexion, on va dire, et l'auteur de cet article, il nous indique que écrire des applications, et en l'occurrence des applications mobiles, c'est comme coder pour du laserdisc. Alors, vous connaissez peut-être pas le laserdisc, moi c'était pas mon cas en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le laserdisc, il faut pas le confondre avec le CD. En gros, c'est l'ancêtre du CD. Et comme vous pouvez le voir, ça faisait 30 cm, donc on va dire que c'est un peu à mi-chemin entre un vinyle et un CD. Et le problème de ce laserdisc, c'est qu'il s'est très mal vendu, et en plus il était relativement cher, et en Europe, typiquement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et la raison finalement pour laquelle il fait cette comparaison entre d'un côté les applications mobiles et d'autre côté le laserdisc, bah c'est au final à peu près la même chose. Si on regarde les applications qui sont sorties au tout début d'Android et d'iOS avec les toutes premières versions du SDK, bah aujourd'hui c'est quasiment impossible de les exécuter. A l'inverse, sur le web, bah on n'a aucun problème et on peut exécuter autant de sites, on peut les voir sans aucun problème. Bon, il peut y avoir des problèmes de rendu à droite à gauche, mais clairement un navigateur aujourd'hui ne va poser aucun problème. Tout ça pour en venir au point où en fait les App Store sont des gatekeepers, donc c'est ce contre quoi luttent le DMA et le DSA, donc on verra est-ce que ça aide ou pas. Et voilà, en tout cas, lui ce qu'il dit, c'est finalement le web n'a pas de gatekeeper, parce qu'il suffit juste que vous ayez un nom de domaine, voire même pas, ou du moins vous pouvez vous débrouiller autrement, et un hébergement X ou Y, et votre site il fonctionne. Alors que votre App Store, si les applications elles sont retirées, eh bien c'est mort, plus personne ne les voit. Et donc en l'occurrence, si on fait le parallèle avec les laserdiscs, eh bien les laserdiscs, si personne, et si vous n'avez plus les outils pour faire du laserdisc, bah, vous avez beau avoir votre CD ou le laserdisc dans les mains, eh bien vous ne pouvez rien en faire. Et c'est malheureusement un peu ce qui est en train de se passer pour nous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je suis plutôt de son avis d'une manière générale. Je rebondis justement sur cet aspect gatekeeper avec ce tweet où c'était en 2020, donc c'est pas vraiment ce tweet qui est intéressant, où en fait là ce développeur indiquait qu'il avait été retiré de l'App Store sans vraiment qu'il comprenne pourquoi, et finalement ça, à l'époque il y avait eu relativement d'écho autour de son tweet pour faire en sorte que bien en fait Apple se rende compte de son erreur et finalement réactive son compte. Et là à nouveau il y a quelqu'un sur Twitter qui vient d'indiquer que lui aussi avait son compte qui avait été terminé. Alors le problème pour sa part, c'est que lui, ben, il ne sait pas non plus qu'est-ce qui se passe. Et si on regarde en dessous, donc il indique qu'il a une application. Cette application, bah, lors de la dernière mise à jour, elle a mis un peu plus longtemps que prévu. Et tout ça pour arriver sur ce mail en lui disant bah, votre compte est fermé. Et là où c'est encore plus étonnant,
c'est que une de ces applications a carrément été mise en avant sur l'App Store, et malgré tout, eh bien, son compte est terminé. Donc j'ai essayé de lui envoyer un message pour savoir où est-ce que ça en était, a priori ça n'a pas avancé, donc on se parle de encore il y a quelques jours en arrière, mais pour le moment il n'y a pas de nouvelles. Donc voilà, quand on disait que les App Store sont des gatekeepers, non seulement sur les versions, mais aussi ils ont le droit de vie et de mort sur n'importe quel développeur, et c'est quand même embêtant. On enchaîne avec maintenant les actualités en bref. Le créateur de Node.js et Deno a mis en ligne une lettre ouverte envers Oracle afin qu'il retire le dépôt de marque autour de JavaScript et le rende ainsi public. En effet, lors de l'élaboration du langage en 1995, Sun Microsystems avait déposé cette marque avant qu'Oracle ne rachète la société en 2009. Ce week-end, Windows Defender est devenu plus ou moins fou en indiquant qu'un virus était détecté sur de nombreux systèmes. Après regroupement des retours utilisateurs, cela semblait venir de Chromium où la seule présence de Chrome ou Edge suffisait à lever l'alerte. Mais plus embêtant encore, toutes les applications Electron comme VS Code ou Discord étaient aussi ciblées. Au final, Microsoft a réagi très rapidement pour ignorer ce faux positif. En France maintenant, deux mauvaises nouvelles côté sécurité puisqu'Orange Cyberdéfense vient de voir une liste de 1500 de ses clients être diffusée par un pirate. Ou comment avoir le nom de la société le plus inapproprié possible. Et de l'autre côté, on retrouve la Poste Mobile qui s'était fait pirater au début de l'été et plus de 500 000 données clients sont maintenant diffusées dans des adresses ou numéros de compte bancaire. Très clairement, il va falloir qu'on s'améliore. Pour terminer, voici l'exploit d'un jeune Australien de 14 ans qui a réussi à déchiffrer le code imprimé sur une pièce commémorative. Sur celle-ci, 4 niveaux de chiffrement sont mis en place et une petite heure lui aura suffi pour en obtenir le résultat. Cela faisait suite à une campagne de recrutement d'une agence australienne qui a découvert avec stupéfaction que la première personne à trouver le résultat était aussi jeune. Pour ce dernier sujet, il n'est pas tout à fait récent, il date d'il y a quelques jours, mais je l'avais mal lu, donc je vous en parle maintenant. Et c'est au niveau de l'Union Européenne qui veut faire un peu changer les constructeurs de téléphones et de tablettes. Alors je vais vous expliquer tout ça. L'Union Européenne est actuellement en train de travailler sur un projet de loi, donc là on est encore au niveau du brouillon, donc rien ne dit que ça va être fait comme c'est indiqué à l'heure actuelle. Mais on va quand même s'intéresser sur ce qui est indiqué. Donc c'est autour de l'impact environnemental des smartphones et des tablettes. Et l'Union Européenne dit que les consommateurs changent trop souvent leur téléphone et leur tablette. Et pour justement éviter ça, l'Union Européenne dit que chaque constructeur doit fournir pendant 5 ans 15 pièces différentes pour justement réparer les téléphones et les tablettes. Ça permettrait d'économiser l'équivalent de 5 millions de voitures sur la route chaque année. En termes de pièces que les constructeurs devraient fournir, c'est tout ce qui est batterie, écran, etc., etc. Et la raison pour laquelle je vous parle nommément des batteries, c'est que comme vous le savez, les batteries, on ne peut plus y accéder parce que tout simplement les constructeurs les collent et font tout ce genre de choses-là. Et là-dessus, l'Union Européenne dit « Ok, il n'y a pas de souci ». Donc soit vous les mettez facilement accessibles, comme ça on va pouvoir les changer, soit vous faites des batteries qui durent 5 ans. Là-dessus, du coup, à voir, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui les batteries durent aussi longtemps que ça en termes de cycle de charge. Peut-être que les fabricants, du coup, vont être obligés de remettre des batteries amovibles, ce qui serait plutôt une excellente idée. Et le projet de loi termine sur un élément qui est intéressant, à savoir que non seulement il faut fournir les différentes pièces pour pouvoir réparer, mais il faut également donner toutes les instructions et de manière très précise avec des schémas, toutes ces choses-là. Mais la véritable raison pour laquelle je vous évoque ce projet de loi et que finalement j'étais passé à côté, c'est que ça concerne non seulement le matériel, mais aussi le logiciel. Et en l'occurrence, ce que l'Union Européenne voudrait, c'est que chaque constructeur propose 3 années de mise à jour logicielle, donc les mises à jour Android et iOS, et pendant 2 ans, des mises à jour autour de la sécurité. Donc il y a certains fabricants qui le font aujourd'hui sans aucun problème, mais là il faudrait que 100% le fassent. Là où ça pourrait être une sorte de tremblement de terre, c'est au niveau de l'entrée de gamme, où généralement il n'y a absolument pas 5 années de support aujourd'hui, et ça paraît logique parce que sur l'entrée de gamme ça coûte pas cher, et en l'occurrence maintenir des téléphones, ça coûte du temps en développement et toutes ces choses-là, et c'est là où ils rognent très clairement. Donc potentiellement, l'idée est bonne, mais ça voudrait dire qu'en contrepartie, peut-être que les téléphones seraient amenés à coûter un tout petit peu plus cher, justement pour proposer ce support-là. Voilà, donc c'était tout ce qu'il fallait retenir de ce projet de loi. À l'heure actuelle, vu qu'il est en brouillon,
Donc vous avez jusqu'au 28 septembre pour donner votre avis là-dessus. Donc c'est totalement ouvert, vous avez totalement la possibilité de le faire. Donc vous avez ici le projet de loi et ici toutes les annexes. Alors ce qui est assez marrant, c'est que le projet de loi il fait une dizaine de pages alors que les annexes en font 60. Et en l'occurrence, toutes les infos que je viens de vous donner proviennent des annexes. Donc en gros, lisez peut-être directement les annexes. Et ici, vous avez la possibilité de donner votre avis, de partager ce que vous pensez de ce qui a été indiqué. Donc là, vous voyez, ici, il y a des Français qui typiquement donnent leur avis. N'hésitez pas à le faire, c'est totalement ouvert, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pas de très gros faits marquants, mais demain ce sera le keynote Apple, demain soir, donc il y aura peut-être un peu plus d'informations à récolter de ce côté-là. Si cet épisode de Dev Café vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis tout simplement à bientôt pour de prochaines vidéos.